Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. En réponse à cette inquiétude, on impose aux femmes de rester au moins 18 mois dans l'asile et jusqu'à 2 ans dans certains cas. Aucune permission de sortie n'est accordée. L'obtention d'un emploi ou l'autorisation de retourner vivre au sein de leur famille est alors l'unique échappatoire possible pour ces femmes à cette époque-là. L'organisation et l'éthique du premier asile de la Madeleine, fondé donc par Lady Arbella, ont par la suite été reprises par d'autres institutions en Irlande au cours des 19e et 20e siècles. Et dans une lettre publique, on peut notamment attester l'encouragement et lire les objectifs de l'édification d'une nouvelle maison d'accueil de la Madeleine à Dublin. Je cite « Ici, au lieu d'une maladie répugnante, ces femmes sauvées profiteront des soins donnés. Elles échangeront leur ignorance grossière contre un savoir utile, les douleurs de la culpabilité contre la tranquillité de l'esprit, la corvée de la prostitution contre un emploi profitable dans des distractions innocentes. Au lieu d'être les parias de la société, elles deviendront des membres utiles et appréciés de celle-ci. Au mépris de démons, elles deviendront de bonnes chrétiennes. » Dans les décennies qui ont suivi la Grande Famine, on observe la multiplication des institutions de la Madeleine en Irlande. Au début du 19e siècle, il n'y avait que 11 couvents. Donc dans ce pays, ce nombre décuple pendant la première moitié du siècle et elle explose réellement à partir de la moitié suivante jusqu'à atteindre le nombre de 368 couvents en 1900. Je rappelle pourquoi cette explosion, la Grande Famine, donc c'est ce que je disais, que subit l'Irlande, vous savez, entre 1845 et 1849-52, on ne sait pas trop, pousse à l'extrême pauvreté. En plus, ça suit la révolution industrielle et les grands bassins sidérurgiques qui vont se créer tout autour. Vous avez plus d'1 million d'Irlandais qui vont mourir à cette période-là. Cette pauvreté va donc pousser beaucoup de femmes à se prostituer. Il faut bien survivre. Évidemment, c'est l'une des solutions, on l'a vu tout à l'heure. 4 ordres religieux majeurs vont exploiter ces nouvelles institutions. Vous avez la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Charité, la congrégation des Sœurs de la Miséricorde, les Sœurs de la Charité et les Sœurs du Bon Pasteur. Et poussés par leur bonté religieuse, qui ne durera d'ailleurs qu'un temps, vous allez voir, ces ordres vont établir de nouveaux foyers à Dublin, Cork, Limerick et de nombreuses autres villes au sud du pays. La congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Charité, originellement fondée à Caen, au XVIIe siècle chez nous, va s'implanter en Irlande au milieu du XIXe siècle dans le but évidemment de prendre soin, vous pensez bien, des jeunes femmes et leur inculquer une éducation religieuse. À la demande du père Smith, plusieurs sœurs de la congrégation partent de France donc pour s'installer à Dublin et prendre en charge le fonctionnement d'une première institution, le Mary Magdalene Asylum, en 1853. 30 ans plus tard, avec l'accroissement du nombre de femmes internées et une demande toujours en hausse, les Sœurs de Notre-Dame de la Charité prennent en charge une seconde maison d'accueil connue sous le nom de Retraite de la Madeleine. Dans certains cas, il arrive aussi que les religieuses reprennent la direction de maisons d'accueil laïques, elles aussi créées d'après les règles des foyers de la Madeleine. C'est par exemple le cas des Sœurs de la Miséricorde, formées en 1831, dans le but d'aider les pauvres, les malades et les défavorisés. Dès 1845, les sœurs imposent leur autorité sur 2 foyers rattachés à l'institution de la Madeleine, une à Galway et une à Dunlaware. Celui de Galway a d'abord été sous la direction de la société laïque Association des Dames de la Société Sainte-Madeleine. À la demande de la fondatrice, Madame Lynch, les Sœurs de la Miséricorde assument donc la responsabilité du fonctionnement de l'institution après sa mort. Tous ces nouveaux établissements fonctionnent indépendamment les uns des autres, tout en observant quand même les valeurs prônées par les premières maisons d'accueil de la Madeleine. La promesse est toujours la même, offrir une nouvelle vie pieuse aux femmes montrées comme fautives à la base. Ces nouvelles résidences pour femmes n'étaient pas des établissements pénitentiaires destinés à punir des criminels, mais bien une entreprise de bienfaisance, philanthrope. Les asiles de la Madeleine sont des lieux de confinement, c'est vrai. Les femmes qui doivent y entrer doivent passer au moins 1 année pour se laver de tout péché. Malgré tout, elles ne sont pas attachées avec des fers, pas encore en tout cas. Le but est, en tout cas c'est ce qu'on pensait d'après les premières motivations des religieuses, de donner une éducation religieuse aux jeunes filles pour leur donner une nouvelle chance, encore une fois, j'insiste, de s'épanouir innocemment, bien entendu, une fois de retour dans le monde extérieur.
Ça, c'est sur le papier. Vous avez eu un peu le teasing quand même. La vie dans ces institutions n'est pas de tout repos. Et si vous songez à nos émissions sur l'esclavage, n'êtes pas sorti de l'auberge. En 1897, une description de la vie à l'intérieur de l'asile de High Park Magdalen, publiée dans la revue Irish Rosary, donne un aperçu d'une journée type dans un des couvents de la Madeleine. Les filles se lèvent à 5 heures en été et une demi-heure plus tard pendant les mois d'hiver. Quand le signal de se lever leur a été donné, elles s'habillent promptement. Pour que leur première pensée soit dirigée vers Dieu, l'une d'elles, nommée pour la semaine, commence immédiatement les prières qui se poursuivent pendant qu'elles s'habillent. Elles descendent ensuite en salle de classe où l'image de Marie, modèle de l'innocence, les accueille pour une nouvelle journée de travail et de prière. Quand les prières du matin sont terminées, un chapitre d'un livre pieux est lu. Après une pause de travail, elles vont à l'église pour la messe à laquelle elles assistent quotidiennement. Et la messe est suivie du petit déjeuner, après quoi elles s'agenouillent pour réciter quelques prières. Et puis vient la récréation pour une courte période. Le travail reprend et se poursuit sans interruption jusqu'à 6 heures du soir, à l'exception de la pause pour le dîner et de l'heure de récréation qui suit. La journée est remplie entre le travail et la prière. Elles souperont à 18h30 et reprendront une heure de récréation. Les prières nocturnes suivent et toutes sont au lit à 21h30. Je termine là la citation. On a l'impression quand même que déjà tout est organisé quand même à la minute près, ça c'est bien, c'est un peu comme à l'armée. Les sœurs sont strictes avec les jeunes femmes, ne leur laissent, vous avez vu, pas beaucoup de temps pour penser à autre chose, en tout cas pas pour souffler, c'est évident. Les seuls moments de récréation évoqués consistent plutôt à de courtes périodes de méditation religieuse que de divertissement. Et tout ça a l'air plutôt sympathique, on se dit c'est sympa, on n'est pas très loin de allez, Yukaidi, Yukaida, c'est sympa, il va se passer quelques semaines et puis hop, ça ira mieux. Le guide des Sœurs de la Miséricorde estime que les pensionnaires, je cite, ne doivent jamais être autorisés à rester sans activité, même le dimanche, qu'il faille leur fournir une occupation convenable comme la dévotion, l'instruction religieuse, l'apprentissage de la lecture, etc. Vous l'avez compris encore une fois, l'oisiveté est bannie. Les filles doivent uniquement se concentrer sur leur travail pour accéder au pardon divin. Les journaux et la radio sont interdits évidemment dans l'enceinte des couvents. Tout objet extérieur est alors considéré comme porteur de vices, de tentations obscènes. Cette diabolisation de la vie laïque coupe totalement les pensionnaires de leur vie passée. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.